Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps, il est l'heure pour moi, comme j'aurais pu dire à l'ancienne, de vous présenter ma review du chapitre numéro 51 du manga Dragon Ball Super. Alors, je vais pas passer par quatre chemins, j'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre. Encore une fois, je vois sur les réseaux, etc., sur les commentaires, beaucoup de gens qui ont apprécié le chapitre et beaucoup qui ne l'ont pas apprécié. Ceux qui l'ont apprécié l'apprécient en tout cas à mon sens pour de bonnes raisons, comme par exemple le fait que ce chapitre 51 met réellement en place un vrai space opéra dans Dragon Ball et dans Dragon Ball Super. C'est quelque chose qu'au travers des magazines, etc., le film Dragon Ball Super Broly nous avait promis, et finalement le space opéra dans Broly, je dirais qu'il est à 50% établi, mais c'est pas quelque chose de parfaitement réalisé. Par contre là, Toyotaro et Toriyama frappe assez fort, je trouve, en termes de space opéra, parfois avec un petit peu trop de ressemblance avec du Star Wars, je veux bien l'accorder. Les deux ont déjà révélé en interview qu'ils sont super fans de Star Wars, donc forcément ça se ressent. Les gens qui l'ont apprécié, tout comme moi, ce chapitre 51, l'apprécient également par rapport au relationnel entre les personnages, chose que nous n'avions pas depuis très longtemps dans Dragon Ball, que ça prenne réellement le temps de composer un tout nouveau lore dans Dragon Ball, mais également d'exploiter ce qui existe déjà dans le lore de Dragon Ball, les deux à la fois. C'est un excellent point positif pour ce chapitre-là. Le fait que les nouveaux personnages, comme les prisonniers de la patrouille, soient exploités petit à petit, qu'on en découvre au fil du temps et qu'ils ne soient pas mis de côté, comme l'ont été malheureusement des tas et des tas de personnages durant le tournoi du pouvoir. En fait, tous les défauts du tournoi du pouvoir sont corrigés dans cet arc-là. Et du coup, justement, je vais profiter du tournoi du pouvoir pour faire le lien avec la deuxième catégorie. Vous avez le droit, je respecte votre avis, attention. La catégorie de personnes qui n'a pas spécialement apprécié ce chapitre. Alors vous me direz en zone commentaire, bien évidemment dans le respect pourquoi vous n'avez peut-être pas apprécié, mais moi, de ce que j'ai lu, des avis que j'ai pu recueillir, c'était surtout parce que certains ont estimé qu'il y avait trop de parlotte, trop de blabla, trop de dialogue, trop de personnages qui se parlent entre eux, etc. Alors les devins, je pense qu'il faut faire la distinction entre deux choses. Est-ce que c'est du blabla utile à l'histoire ou est-ce que c'est du blabla inutile? Est-ce que ce blabla développe et écrit quelque chose et propose une histoire à nous les lecteurs, ou est-ce que c'est du blabla parce que Toyotaro ne sait pas trop quoi faire et il y a des cases en plus, bon, elles sont mises comme ça, histoire de meubler? La réponse, à mes yeux en tout cas, après 5 lectures de ce chapitre, c'est que l'intégralité de ce chapitre est utile à développer l'histoire, à développer les personnages au sein de l'histoire, à développer des connexions entre les personnages et à faire en sorte de donner à tout cet arc-là, Moro, prisonnier de la patrouille galactique, une sorte de background, une sorte de solidité aux fondations pour que la suite de l'édifice puisse se construire facilement, qu'il puisse aller loin et qu'il puisse tenir également qualitativement. En tout cas, c'est mon avis. Je pense sincèrement, avec tout le respect que je vous dois, vraiment, je ne veux pas émettre de mauvais jugements sur vous, mais si vous n'avez pas aimé parce que vous trouvez qu'il y avait trop de blabla, je pense que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose. Parce que vraiment, les dialogues sont intéressants, les dialogues racontent une très très belle histoire, et après je pense que vous tous, les fans de Dragon Ball, seront d'accord avec moi, comme quoi Dragon Ball n'est pas juste un enchaînement de combats, c'est pas juste un enchaînement d'actions. On l'a bien vu avec le tournoi du pouvoir. Le tournoi du pouvoir avait 2-3 morales, avait 2-3 petites choses, comme le fait qu'en réalité, dans le fond, les Zeno voulaient surtout faire élever la qualité des mortels plutôt que de les détruire, etc. Il y avait quand même quelques petits trucs intéressants. C'était assez clairsemé, comme un cuir chevelu, atteint de calvitie, s'approchant du Migate no Shoui. C'est pour ça que je pense que des chapitres comme ça sont super intéressants. Bien sûr, on peut pas continuer avec des chapitres comme ça pendant encore 20 mois. Mais de temps en temps, peut-être que le prochain le sera aussi dans la même trempe, c'est super intéressant, c'est même nécessaire. Ce chapitre numéro 51 nous montre tout simplement, il fallait bien que ça arrive tôt ou tard, encore une fois le peuple martyr subit, la nouvelle planète Namek est totalement morte. C'est exactement ce que dit Sagambo, il le constate de ses propres yeux. Pourquoi? Parce que Moro a fini d'aspirer toute son énergie, et Moro, comme vous le voyez, a une apparence beaucoup plus jeune, beaucoup plus juvénile. On a tendance à dire qu'il rajeunit, c'est pas tout à fait ça, désolé d'être chiant, mais dans l'œuvre depuis le début, Moro ne cesse de dire qu'il se régénère. C'est un petit peu différent à mon sens. Rajeunir pour moi, ça veut dire que tu perds en âge. Tu en avais 60, tu es tombé à 20. Là, je pense que Moro a le même âge en fait. Mais il s'est régénéré. Donc c'est-à-dire que de par les capacités de son corps, du moment où il a tant d'énergie en lui, peu importe l'âge qu'il a, ou en tout cas après tant de millions d'années, s'il a de l'énergie en lui, il garde cette apparence juvénile. Voilà pourquoi on parle de régénération. En parlant de ça, il y a l'ami Alex sur Twitter qui a partagé cela, qui est l'évolution de Moro dans le manga Dragon Ball Super. Du plus vieux en termes d'apparence au plus jeune également en termes d'apparence au fil de ses régénérations et absorptions. Et du coup, vous pouvez constater un petit peu de l'évolution de son chara-design et vous voyez que Toyotaro a une ligne directrice, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'égratignures sur son corps au fil du temps,
c'est-à-dire que les muscles sont de plus en plus gonflés, sont de plus en plus lisses, sont de plus en plus secs et saillants, même ses cornes de bouc sont un petit peu moins touchées, moins de rides sur le visage, la barbe qui est un gros détail, plus il a l'air vieux, plus il a une barbe longue, plus il rajeunit et plus le bouc du bouc raccourcit, jusqu'à avoir au final une tête vachement lisse. Alors sincèrement, le visage jeune, ça sera pas mon préféré chez Moro. Vous prenez les deux à droite, je pense que bon, je vais m'y habituer à force de lire, mais ça sera les deux que je vais vraiment le moins préférer. J'ai un petit peu du mal, parce que là, ces deux petites narines, on les voit trop apparaître parce qu'il n'y a plus les rides sur le visage, donc elles ressortent beaucoup. Il a la peau toute lisse, etc. Alors oui, on sent qu'il est beaucoup plus puissant qu'avant, c'est sûr. Son corps est en meilleur état, ça se voit. Mais en termes de badassitude, sincèrement, les versions d'avant, peut-être celles du milieu, peut-être même les versions les plus vieilles, j'oserais dire, sont peut-être un petit peu plus classe et badass. Après, peut-être que c'est une question de goût personnel, et vous me direz en zone commentaire quelle version vous préférez de Moro. Bref, on continue, et le gros point noir de ce chapitre-là, je le trouverai dès le début du chapitre, c'est quand Sagambo demande à Moro où sont passés ses ennemis, ne les sent plus, etc. Alors Moro lui explique qu'il se téléporte tout, donc là c'est cool, et Sagambo propose quelque chose d'assez normal, d'assez logique, de poursuivre le vaisseau, au moins celui dans lequel se trouve Vegeta, parce qu'ils ne savent pas trop qui est où, et etc. Donc au moins ils auraient pu tomber sur le pilote de la patrouille et Vegeta, pour au moins avoir ça. Et Moro dit non, laisse-les, c'est bon, les êtres aussi forts dans l'univers, c'est rare, donc je vais les laisser comme du bétail dans cet univers, et si jamais ils se remettent au travers de mon chemin, je les tuerai. Donc double erreur de la part de Moro. La première qui est de tout à fait sous-estimer ses adversaires, je pense qu'il aurait dû avoir une bonne leçon suite à l'affrontement qu'il a eu avec eux. Même s'il en est ressorti vainqueur, il a failli y passer, il sait que le Daikaioshin a pas mal de ressources, etc. Et deuxième chose, c'est de sous-estimer le nombre d'adversaires puissants. Nous avons Goku et Vegeta peuvent fusionner, alors certes il se fera absorber le pouvoir, mais peut-être que si Gogeta va très vite, il pourrait peut-être surprendre Moro, qui sait. Nous avons Goku et Vegeta qui peuvent s'entraîner et évoluer. Moro sous-estime donc les capacités Saiyan, l'Ultra Instinct on va s'en parler plus tard. Nous avons le cas de Broly, ça Moro semble totalement l'ignorer. Nous avons le cas de certaines divinités qui pour le moment refusent de se bouger les fesses comme Beerus et Whis. Whis n'interviendra sûrement jamais, en tout cas pas dans ce type de menace, mais Beerus pourrait. C'est vrai que là pour le moment il a dit non, mais c'est parce qu'il fait le capricieux. Mais s'il a de bonnes raisons, la Terre se faisant attaquer ou je ne sais pas quoi, Beerus adorant la nourriture de là-bas, vous voyez que ça peut vite bouger. Nous avons également des êtres qui ne sont pas sans reste sur la planète Terre, nous avons Gohan, Goten et Trunks, Gotenks. Nous avons Piccolo, C17, C18 qui potentiellement ne peuvent jamais se faire absorber leur énergie par Moro. Et là où Moro fait encore une erreur par-dessus l'erreur, c'est tout simplement parce qu'il parle d'univers. Mais les amis de Goku maintenant ne s'arrêtent pas à l'univers 7, il en a à peu près dans tous les univers. Suite au tournoi du pouvoir, tous les univers sont un petit peu redevables à Goku et à l'univers 7, parce que déjà, de 1, ils ont gagné, mais en plus d'avoir gagné, ils ont formulé un vœu qui a sauvé tout le monde. Et en plus, au-delà de ça, il y a vraiment des amis. Il y a des amis dans l'univers 6 qui sont très puissants, Hit et compagnie. Il y a des amis dans l'univers 7 surpuissants, Toppo et Jiren. Pour le moment, ils n'ont pas de raison d'intervenir. Mais bon, si la menace Moro s'étend, etc., ils se rallieront immédiatement au camp de Goku. Donc là, Moro, j'ai limite envie de dire que juste sur cette case-là, il vient de causer sa perte, et que Toyotaro aurait pu avoir un petit peu plus de malice et d'astuce pour faire quelque chose. Peut-être prendre en chasse le vaisseau de Vegeta, le pilote se fait tuer, Vegeta s'enfuit avec une petite capsule ou je ne sais quoi, ou même une intervention de Goku qui se téléporte, qui vient choper Vegeta, qui dit à Vegeta écoute je te ramène sur Yardra grâce à ma téléportation, et là Goku se casse et laisse Vegeta tout seul sur Yardra. Vegeta aurait été encore 3 fois plus vénère parce que Goku l'aurait sauvé encore une fois, en plus avec la téléportation et c'est lui qui l'aurait mené dans son plan, etc. Ça aurait été bien comme ça, mais bon, Toyotaro n'a pas désiré faire cela. Ensuite, dans le chapitre, on en voit un petit peu plus sur les compagnons de Moro. Ça fait bizarre de voir le Kara-design de Magetta et tout en train de faire des trucs là, de pilote de l'espace et tout, mais bon, en tout cas, le plan est simple. Moro envoie quelques-uns de ses hommes ou de ses femmes dans diverses directions, dans la galaxie visiblement, pas dans l'univers. Ça semble vraiment être dirigé vers la galaxie, à la recherche de planètes qui auraient une forte énergie vitale. Alors les devins, très important, parce que là je le sens venir par rapport au tournoi du pouvoir, je sens qu'on risque de me dire mais attends, Kaioshin et tout ça, ils avaient dit que pour le tournoi du pouvoir, il y avait personne dans l'univers, il y avait qu'une vingtaine de planètes et tout ça, enfin je comprends plus rien. Alors l'explication est simple, les devins c'est que Kaioshin disait qu'il y avait qu'une vingtaine de planètes dans l'univers 7, avec des populations dessus, étant suffisamment intelligentes et ayant un minimum de puissance pour être intéressantes. Mais là, ce que recherche Moro, c'est pas ça. Moro ne recherche pas des êtres intelligents ou des êtres spécialement puissants, quoique puissant ça pourrait marcher pour lui. Mais surtout, par-dessus tout, ce que recherche Moro, c'est des planètes avec beaucoup de vitalité, avec beaucoup d'énergie absorbée. Donc Moro s'occupe du peuple qu'il y a sur la planète, mais pas que, il s'occupe de la faune, de la flore, de la planète en elle-même, de quoi elle est constituée, de l'énergie se trouvant au cœur de la planète, etc., etc. Chose à laquelle Kaioshin n'a pas répondu. Donc voilà, la logique c'est ça, tout le monde s'éparpille, etc. Et nous arrivons dans le vaisseau, le QG de la patrouille galactique,
avec quelques phases d'humour assez sympas dans ce chapitre-là, surtout avec le roi de la patrouille galactique qui sort tout nu de son bain. Il est là, il est choqué, il est en mode timide et tout ça, il met sa petite couronne et c'est bon, il se sent qu'il est habillé. Il y a même Jaco qui dit à Goku, mais regarde, il est habillé là. C'était sympa, j'ai trouvé que c'était un petit peu dans le ton d'humour de Toriyama, je trouvais que ça passait bien. Après, ils en ont remis une couche d'humour avec Jaco, et c'est vrai que je me serais peut-être attendu à autre chose, mais je peux comprendre la démarche de Toyotarou, c'est que le coup de Jaco là, qui dit qu'il porte pas de pantalon, etc., peut-être que ça vous a fait rire et que ça vous a surpris, mais en fait c'était pas nouveau. C'est quelque chose qu'on connaît depuis un petit moment déjà, c'était dans le manga Jaco le Patrouilleur Galactique, et Jaco avait déjà fait le même système, il avait présenté le fait qu'il ne portait pas de pantalon, etc. Donc je pense que Toyotarou s'est dit que tout le monde n'a pas lu le manga Jaco et qu'il voulait remettre ça au goût du jour. Je peux comprendre ça pour les nouveaux arrivants, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont très à l'affût, comme beaucoup d'entre vous et moi, de l'œuvre de Toriyama en général, on le savait déjà. Donc c'est pour ça que pour moi l'effet humoristique a marché qu'à moitié sur ce Jaco-là, il a beaucoup plus marché sur le roi de la patrouille. Bon, enfin, c'était de l'humour, c'était compréhensible, etc. C'est toujours intéressant de voir Jaco interagir avec d'autres membres de la patrouille, de voir d'autres membres de la patrouille. On avait déjà vu des chara-designs similaires dans Gia, etc. D'ailleurs, j'ai une vidéo dédiée à la patrouille galactique totalement expliquée au travers des différentes œuvres d'Akira Toriyama. Je vous mets le lien en description, ça peut vous aider, pourquoi pas. Et on en arrive sur le cas de Boo et sur le cas de SK. Alors, SK, il est là, etc., il va bien. Donc ça voudrait dire que potentiellement les Dragon Ball de Namek, on pourrait les récupérer. C'est vrai qu'il n'y a plus la planète et elle s'est faite absorber, mais on sait que le doyen des Namek peut recréer ses Dragon Ball même s'il n'est pas sur Namek. Et Boo, il est en train de dormir. Alors ça sera peut-être un des défauts de cet arc-là, et un des défauts en général de Dragon Ball Super, c'est le fait que Boo, on a bien compris, et là avec le retour du Daikaioshin c'est encore pire, Majin Buu est un personnage, mais cheaté comme jamais. Il était déjà pour le tournoi du pouvoir sans savoir que le Daikaioshin pourrait se manifester, mais depuis qu'on le sait, il fait partie des meilleurs éléments de la Z-Team, c'est indéniable, de par toutes les capacités qu'il recèle. En termes de puissance, on nous a dit qu'il a augmenté grâce au Daikaioshin, et là, comme par hasard, il a trop utilisé d'énergie, hop, il dort, on ne sait même pas pour combien de temps il en a. C'est un petit peu facile les devins, et je pense qu'ils vont le faire se réveiller pile au moment opportun. J'espère qu'on va revoir le Daikaioshin quand même. Donc, une fois que cela est mis en place par Toyotarou, c'est vrai que c'est un peu du mal à passer parce qu'on nous l'a fait trop souvent. Le coup de Boo qui dort, donc voilà, pour moi ça passe pas trop. Pendant l'arc Boo à l'époque, pendant les combats majeurs de sa vie, Boo il se mettait pas à dormir, donc bon, voilà, c'est bizarre. Ensuite, transition plutôt bien faite et on passe sur Vegeta. Vegeta remarque que Moro ne l'a pas suivi, donc ça c'est l'erreur de Moro, vous l'aurez bien compris. En plus, Toyotarou met en avant une deuxième erreur de sa part parce qu'il nous dit que le vaisseau de Sagambo, c'est un des plus puissants et rapides qu'ils connaissent. Donc en fait, Vegeta et ce pilote auraient pu se faire rattraper très vite. En tout cas, on nous dit que Sagambo est en gros le bras droit de Moro, qu'il est le chef d'un gang de bandits qui foutait pas mal le bordel dans la galaxie. On en revient sur la galaxie, de toute façon, Patrouille Galactique, elle gère la galaxie. Donc c'est vraiment un gang lié à la galaxie et pas trop à l'univers en fait. Même si Moro fait souvent mention à l'univers, lui aussi a l'air un petit peu plus lié à la galaxie, c'est bizarre. Dragon Ball Super dès Battle of Gods nous a amené vers une ouverture vers le multivers, et là il se recentre vers la galaxie. Bon, on verra bien. On en apprend un petit peu plus sur Sagambo, et chose et fait étonnant, c'est que Vegeta nous dit que son propre fils, Trunks, aurait pu s'occuper de Sagambo s'il n'y avait pas les pouvoirs magiques de Moro, donc c'est pas réellement une menace. C'est bizarre parce qu'on avait quand même vu Sagambo mettre une patate à Goku SJ3, et du coup je vais m'en référer à ce que vous m'aviez dit en zone commentaire, vous m'avez dit peut-être que Sagambo n'est pas du niveau d'un Goku SJ3, mais il y aurait peut-être deux choses à prendre en compte. La première, c'est que Goku a été surpris, donc le fait de perdre d'un coup son énergie, et du coup de ne pas trop savoir comment gérer ça, et Sagambo aurait pu profiter d'une ouverture. Et deuxième chose, peut-être que même s'il était un SJ3, l'absorption de Moro est tellement rapide que malgré les apparences, Goku était vraiment beaucoup plus faible qu'on le pensait, et que du coup Sagambo n'avait pas besoin de forcer beaucoup pour mettre une bonne patate à Goku. En tout cas, c'est ce que Vegeta confirme ici, donc GG à vous en zone commentaire, vous aviez bien vu. J'ai bien aimé donc cette référence-là de Vegeta à son fils Trunks, espérons qu'il serve à quelque chose, on va en reparler un petit peu plus tard à la fin de cette review du chapitre, et Vegeta nous en révèle plus, ou en tout cas nous en confirme plus concernant son plan d'aller sur Yardra. Et là ça devient intéressant. Vegeta reprend quelque chose que nous avions tous relevé grâce au manga original Dragon Ball. Vegeta dit que les habitants de la planète Yardra ne sont pas faits pour le combat physique, voilà, ils n'ont jamais manifesté une énorme force de combat, etc. Mais par contre, ils ont un panel varié de techniques assez étranges. Et il dit que c'est le même peuple qui a appris la téléportation à Son Goku. Le pilote du vaisseau demande à Vegeta s'il veut donc apprendre 2-3 tours de passe-passe comme ça chez les Yardra, et Vegeta lui dit oui, précisément c'est ça que je veux faire. Et ce que j'aime bien, c'est que le mystère est posé, parce que Vegeta rajoute, même si ce n'est pas une stratégie que je savoure. Et là, il claque la porte, il rentre dans sa zone, on a un Vegeta un petit peu plus à l'ancienne qui ressort ici, je vous l'avais déjà dit mais je le répète ici, un personnage peut évoluer, Vegeta a beaucoup évolué, il n'est plus le même qu'avant, mais parfois,
ces vieux travers peuvent revenir, surtout quand la situation est critique. Vegeta est complètement dépassé, Goku lui-même est dépassé, mais à la limite, grâce à sa téléportation, il est capable de sauver au moins tout le monde, sachant que Vegeta, lui, n'est capable de sauver personne dans cette situation-là, donc il dit qu'il ne peut pas supporter de passer pour un bouffon comme ça. Il s'énerve avec sa veine typique sur le front, il dit qu'il va obtenir sa victoire la prochaine fois, et il précise même en disant qu'il va avoir sa victoire par-dessus Moro, par-dessus les vulgaires prisonniers, et par-dessus Kakaroto. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ma propre analyse, battre Moro, c'est clair et net, vous l'avez tous compris, il veut mettre un terme à la menace Moro, il veut mettre 2-3 claques aux prisonniers, ça serait vite fait du moment où il se fait pas choper son énergie, et par-dessus Kakaroto, les devins, je ne pense pas que nous nous dirigeons vers un nouveau combat Goku-Vegeta. En tout cas là, ça n'aurait pas de sens, Vegeta a pas mal évolué, je pense que Vegeta, d'après ma compréhension, veut dépasser Goku, veut avoir sa victoire symbolique par rapport à Goku, c'est-à-dire que c'est lui qui va sauver tout le monde face à Moro et Goku ne pourra rien faire, Vegeta qui va ressortir comme étant le plus puissant en ayant le plus de ki, et Vegeta comme ayant le plus de techniques spéciales. Peut-être qu'il peut apprendre la téléportation, mais il veut sûrement apprendre aussi autre chose. Et du coup, une fois que nous comparons la quantité de ki, l'éventail des techniques et les résultats sur le terrain de Goku et Vegeta, c'est là que Vegeta veut avoir sa victoire sur Goku, c'est comme ça que je le perçois. On nous dit ensuite, et là ça fait très Star Wars, que quelques jours ont passé dans la galaxie. Et le gang là de Moro, ou plutôt de Sagambo, fait des siennes, avec les 6 mini-hits, les 6 mini-botamo et un petit peu tout ce que vous voudrez, et nous nous retrouvons sur la bonne vieille planète Zune, avec la race du fameux Pui-Pui qui est en train de se faire décimer totalement par les potes là de Sagambo, il y a en particulier le petit teigneux là qui est en train de défoncer tout le monde. On comprend très vite que ce niveau-là est largement dépassé. On va dire qu'ils sont à peu près tous sur cette planète du niveau de Pui-Pui. Et du coup, ce mec qui ressemble à Finn de Super Dragon Ball Heroes les déboîte avec beaucoup de violence. On voit même un petit peu de sang et tout. Ça va très très vite, il se les prend 2 par 2. Vraiment, c'est d'une facilité déconcertante pour lui. Et on se rend compte, les devins, que chacun œuvre un petit peu pour son camp. On va dire ça d'une certaine manière, que chez les ennemis, tout le monde a l'air allié, mais en fait, il y a plusieurs camps à l'intérieur d'un camp. C'est-à-dire que Moro, lui, veut des planètes et tout ça. On a les coéquipiers masculins de Sagambo qui veulent des trésors et compagnie. D'ailleurs, on aura même eu une petite action de la part du sosie de Hit qui fait des lasers avec ses yeux. Il n'a utilisé aucune technique temporelle, donc pour le moment, mis à part le Kara Design, on ne peut pas dire avec certitude qu'ils font partie de la même race ou quoi. Et j'ai pas trop compris son nom, il semble s'appeler 7373 ou un truc comme ça. Donc ça reste assez mystérieux, mais on voit que ce gang-là, ils aident Moro pour l'œuvre principale de récupérer de l'énergie, mais qu'ils vont sur les planètes aussi pour récupérer des tas de vastes trésors. On le voit, des couronnes, de l'or, des bijoux, des pièces et tout ça, comme par exemple ils en ont récupéré sur la planète Zune. Donc déjà ça fait un autre objectif pour Sagambo et sa bande, et on voit que quand même c'est ça qui les motive énormément. Malgré tout, une fois que Moro absorbe toute l'énergie de Zune, on voit que certains membres de ce groupe de Sagambo, eh bien, ont un petit peu le cœur à l'émotion. On les voit leur regard, il y en a un qui dit « je ne sais pas combien de fois je vois ça, mais à chaque fois que je vois une planète mourir, ça me fait quelque chose ». Donc malgré le fait qu'ils soient du camp des méchants, peut-être qu'ils se sont laissés un petit peu embrigader pour sortir de la prison, 2 pour trouver des trésors, mais que de 3, ils sont pas forcément pour ce plan de tuer toute forme de vie et de l'absorber sauvagement dans la galaxie ou l'univers. Ça aussi, tôt ou tard, ça pourrait causer quelques défauts à Moro. Il y en a certains comme Sagambo et le petit teigneux qui ont l'air vraiment ralliés à Moro, parce qu'ils peuvent réaliser leurs objectifs, mais l'espèce de tête de dinosaure bizarre et le Botamo Kung Fu Panda, ils ont pas l'air super contents de ce qui se passe, donc ça peut servir aussi à l'avenir. L'autre camp dans le camp, c'est celui des filles. Alors elles sont sûrement ralliées à Sagambo et par extension à Moro, parce qu'elles téléphonent à Sagambo pour l'informer qu'il y a de l'énergie sur cette planète, mais malgré tout, elles veulent faire le boulot et récupérer les trésors avant que les autres arrivent. Donc pourquoi pas qu'à l'intérieur de ce sous-groupe, il y ait aussi un autre sous-groupe qui se crée. Et l'énième sous-groupe, on s'en reparlera juste après cette phase, ça sera celui avec les macaronis, je sais plus comment ils s'appellent, avec leur nom d'italien, mais entre-temps, nous avons eu une des phases les plus importantes du chapitre, Goku vs Merus. Alors comme dans toute bonne ambiance de space opéra, ils font monter la tension, il y a telle et telle planète qui se sont fait bouffer, leurs signatures énergétiques ont disparu, on sent que Moro progresse, on sent que la menace est pesante et qu'il n'y a pas de plan qui se dessine chez Goku, Merus et compagnie. On avait d'ailleurs Goku qui disait qu'il fallait laisser Vegeta faire de son côté, donc il n'est pas si inquiet que ça, et que quand même Goku disait mais nous aussi on doit trouver une solution de notre côté. Et justement, Goku se pose des questions à propos de Merus. On se rappellera que dans les premiers chapitres de cet arc-là, Merus faisait des actions et Goku et Vegeta disaient de leurs propres yeux ne pas arriver à les voir. On avait Vegeta qui disait à Merus, toi tu caches ton vrai pouvoir. On a vu Merus se taper du 1 vs 1 face à Moro, soi-disant sous couvert de technologie, mais je suis de plus en plus convaincu que la technologie n'est pas le cœur de sa maîtrise du combat, mais que c'est bien son propre pouvoir à Merus. Du coup, ce que fait Goku me rappelle beaucoup ce qui s'est passé dans l'opposition entre Goku SSJ1 face à Trunks, Mirai Trunks, SSJ1, vous savez, avec l'épée,
contre le doigt de Goku. Il y avait Trunks qui disait à Goku, je veux te défier pour voir ta puissance, voir si tu es à la hauteur de la légende et tout ça. Et Trunks avait fait genre d'envoyer un coup sur Goku, mais Goku lui avait dit, je n'ai pas besoin d'esquiver, je n'ai senti aucune volonté de m'atteindre de ta part dans ton coup. Donc je savais que tu le stopperais plus tôt. Et bien là, ce que fait Goku, c'est qu'il met un coup avec intention réelle et formelle, en forme de base malgré tout, de taper Mérus. Et il lui dit juste après, il lui dit, je t'ai envoyé ce coup de poing avec l'intention de te toucher. Et il y a Mérus qui dit, oui, et alors, c'est pour ça que je l'ai esquivé. Alors déjà, ça me rappelle beaucoup, donc cette époque Trunks contre Goku, le fait qu'un coup avec la volonté de toucher, ou sans la volonté de toucher, ça n'aura pas du tout la même qualité, la même rapidité, précision, tout ce que vous voulez. Et donc ça, Goku l'a toujours en tête. Mérus, de son côté, a réussi à lire ce mouvement dans le sens où c'était pas juste je vais m'arrêter devant ton ventre et je vais pas te toucher, c'était vraiment je veux t'en mettre une et te défoncer. Et donc là, Mérus nous montre sa science et son génie du combat. Et c'est à partir de là que Goku propose une sorte de match d'entraînement, de test à Mérus. Et c'est à partir de là que les surprises commencent. Les deux, c'est vrai qu'on soupçonnait Mérus de beaucoup de choses, mais comme on avait déjà eu des soupçons sur le Daishinkan à l'époque et que pour le moment il est toujours gentil, ben on s'est dit que Mérus était la même histoire, mais que ça devait être un Jaco++, et voilà. Sauf que non. Le mec, il tient face à Goku de base, il esquive tous les coups, et il esquive tous les coups et il ne renvoie rien. Il fait de l'esquive. Goku passe SJ1, donc son ki est multiplié par 50. Mérus fait de l'esquive. Toujours la même chose, ou alors un petit peu du contre. À partir de là, Goku passe au Super Saiyan 3. Super Saiyan 3 qui est dessiné de manière assez inégale. On a des plans de face que je trouve réussis, et on a certains plans sur Goku SJ3 qui le sont beaucoup moins bien, comme par exemple de profil. Et que fait Mérus face à un Goku SJ3 ? Et je vous rappelle que là on a un Goku qui, même en forme de base, on est après l'arc Broly. On a un Goku qui défonce tout le monde sur son passage, qui est poussé au SJ3, il ne touche pas Mérus, c'est absolument énorme. Et Mérus esquive, esquive, esquive. Goku SJ3 ne peut toujours pas le toucher. Goku veut passer au Super Saiyan God, et là ils nous font comprendre qu'il y a tellement d'énergie qui est dégagée que la zone va se faire péter et tout ça, donc on ne sait pas. Est-ce que Mérus peut tenir ? Est-ce que Mérus pourrait tenir face à du Blue ? Est-ce que voilà, vraiment là toutes les questions peuvent s'ouvrir du moment où le personnage en face tient au calme face à Goku SJ3 de cette époque-là. Là, Toyotaro a utilisé une petite facilité parce qu'on a déjà vu Goku utiliser le SJ God sans faire ce machin lumineux tout autour de lui là, sans faire des explosions d'énergie. Il aurait pu le faire sans que la salle d'entraînement prenne cher. Je suis sûr que c'était possible, mais Toyotaro voulait couper le combat au Toriyama, bref. Autre chose, également, Goku dit qu'il en a vu assez. Et il dit c'est juste comme je le pense. Est-ce que tu peux m'entraîner ? Et là ça démarre. Goku lui dit je n'ai pas la compréhension exacte de ta force. Et ça, les devants, on peut le comprendre étant donné que Mérus n'a pas rétorqué avec des coups. Peut-être qu'il aurait pu one-shot Goku SJ3, vu comme il a esquivé très facile. Et il lui dit mais par contre il semble que tu connaisses beaucoup de choses que je ne sais pas. Est-ce vrai ? Là on ressent un petit peu le Goku qu'on a toujours bien aimé dans l'époque, le Goku qui arrive à sentir des choses que personne ne sent autour de lui. Vegeta l'avait senti en début d'arc, mais là celui qui concrétise l'action ça reste quand même Goku. Et il lui dit, il y a un mouvement que je possède mais que j'essaie de maîtriser en ce moment, et le tout c'est de laisser bouger son corps de manière instinctive, et donc je me dis que peut-être ça pourrait marcher contre Moro même s'il commence à absorber mon énergie. J'ai le feeling que m'entraîner avec toi pourrait m'aider à maîtriser ce fameux mouvement. À aucun moment les devins il ne dit Migate no Gokui ou Ultra Instinct, en tout cas dans la version officielle anglaise, mais là c'est clair, il dit il y a un mouvement que j'essaie de maîtriser en ce moment. En début d'arc au chapitre 42 et fin d'épisode 131 pour l'anime, Goku disait qu'il n'arrive pas à le ressortir. C'est un mouvement qui se base sur les mouvements instinctifs, donc voilà, on y est totalement plein pied dedans l'ultra instinct, et que peut-être grâce à ça, il pourrait venir à bout de Moro, et il n'en est pas sûr, il ne sait pas si l'absorption de Moro jouerait un rôle là-dessus ou pas. Donc vous voyez que même Goku ne sait pas répondre à la question qu'on se pose tous, est-ce que Moro pourrait absorber l'énergie de Goku en Ultra Instinct ou pas, est-ce que ça aurait un effet sur lui ou pas. Au tournoi du pouvoir, Goku l'a débloqué sans avoir trop d'énergie en lui, en particulier dans la version manga, vu qu'il n'y avait pas de Genkidama, et ça marchait quand même, donc peut-être que même avec l'énergie absorbée de Moro, l'Ultra Instinct pourrait s'activer, donc ça pourrait débloquer quelque chose. Et du coup, Mérus dit, bah écoute frérot, je vais t'aider, c'est bon, on va y aller, c'est parti pour l'entraînement, et il lui dit qu'il va l'emmener dans un autre endroit pour l'entraîner, je suis curieux de savoir quel sera ce lieu. Imaginez qu'il nous sorte une zone spéciale à la Whis et tout, alors là, ça déclenchera encore plus les théories sur le lien entre Mérus et Whis. Goku dit qu'il est content parce que s'il peut pas aller même pas au-delà du God, ça va pas du tout l'aider à s'entraîner. On risque d'avoir un entraînement Mérus-Goku avec Goku SJ Blue, et si là Mérus esquive les coups de Goku SJ Blue, vraiment faudra se poser de grosses questions. Et juste avant de passer à la fin du chapitre, quand même 2 mots sur Mérus. Mérus, j'en pense 2-3 choses. La première, c'est que c'est bien, c'est pas mal comme c'est amené et tout ça. J'aime beaucoup le fait que le personnage recèle quelque chose et tout ça, ça c'est cool. On aime tout ça, je pense, chez un personnage. Et on peut dire au moins que ce personnage-là va se rendre utile, ça c'est bien. On pressentait tous, grâce à Super Dragon Ball Heroes, que Goku finirait par apprendre à maîtriser petit à petit son Ultra Instinct, comme dans Super Dragon Ball Heroes,
c'est le Daishinkan qui a fait en sorte que Goku puisse activer l'Ultra Instinct non maîtrisé à volonté. Et pour ceux qui ont bonne mémoire, je vous avais dit il y a quelques semaines en arrière que j'étais sûr que dans le manga ou l'anime, etc., Dragon Ball Super, Goku fera la même chose, par exemple avec Whis. Moi j'avais pris l'exemple de Whis. Alors là, Toyotaru prend cette voie tout droit, il veut faire en sorte que Goku s'entraîne pour l'Ultra Instinct, pour le remaîtriser, et sauf que là, l'entraînement n'est pas avec Whis, mais avec Merus. Je me dis, Merus il est cool, il est bien sympa, mais il faudrait qu'il serve à autre chose qu'à ça dans l'arc, parce que sinon, ça va être juste une putain de facilité scénaristique, un personnage 100% improvisé, qui sort de nulle part, que l'on n'aura même pas appelé pour le tournoi du pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu, Merus? Avec le niveau qu'il affiche là, il avait largement sa place, et au tournoi on est bien d'accord. Ça veut dire que Toyotaru nous a pondu ce perso juste pour favoriser l'entraînement de Goku et la maîtrise de l'Ultra Instinct. Si c'est juste ça, ça casserait tout le charme du personnage. La qualité d'écriture du personnage vraiment en pâtirait à mes yeux. J'espère sincèrement qu'il a quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, on peut se tourner vers la théorie, quelque chose que je vous ai déjà proposé 2 fois ou 3 en vidéo, mais je vais me répéter un petit peu sur le sujet pour que tout le monde soit au courant de mon idée, tout simplement qu'il est un lien avec Whis, et que, étant donné qu'il est placé comme numéro 1 dans la patrouille galactique, en dessous du roi, mais en termes de terrain, de puissance, etc., c'est lui, le leader niveau opérationnel, c'est lui quoi, et bien justement d'avoir ce système hiérarchique comme quoi, il nous apprendrait que d'une manière plus ou moins proche, il serait lié à Whis. Je ne vous parle pas forcément de son fils, après écouter le Daishinkan a pu créer les anges, peut-être que les anges peuvent créer quelque chose. Il y avait même une abonnée sur ma chaîne YouTube qui m'avait parlé d'un être à moitié mortel, à moitié ange. Mais vous savez, un petit peu comme dans God of War, quand vous jouez à ce jeu-là, vous avez souvent des demi-dieux, fils de Zeus qu'il a eu avec une femme mortelle, etc. Et ces personnages-là ont des pouvoirs. Et pourquoi pas que Merus pourrait être enfant d'un ange avec tel ou tel mortel. Sachant que les anges, comme Whis, aiment bien copiner avec les mortels. Vous les avez vus, ils mangent leur bouffe, etc. Donc pourquoi pas? Et du coup, quand ce genre de situation existe, eh bien ils ne sont pas placés au niveau d'ange parce qu'ils sont moitié mortels, mais ils ont de hautes responsabilités, comme par exemple être au top du top de la patrouille galactique. Et peut-être que plus tard ils peuvent évoluer un petit peu comme un Zamasu qui passait de Kaio à Kaioshin. Ça pourrait être intéressant, ça justifierait le personnage, ça élargirait l'éventail des divinités Dragon Ball, ça expliquerait un petit peu la hiérarchie dans les divinités de Dragon Ball, leur fonctionnement, leurs relations, et ça serait un personnage réexploitable, Merus, ça serait pas un personnage jetable comme les Polaroids des années 90. Au moins là, il servirait pas juste à l'Ultra Instinct, mais on pourrait le revoir plus tard pour soit un entraînement, pour telle ou telle menace, pour pas mal de choses, alors que là, s'il sert juste à l'Ultra Instinct, on le reverra plus tard, et ça c'est dommage. Enfin bref, comme dirait Franklin dans Ma famille d'abord, passons à la toute conclusion du chapitre. Elle est très sympa parce que nous avons la fratrie là, des Macarini qui se retrouvent sur la planète Jung, ou Jung, je sais pas. Ils viennent récupérer leurs matériaux, là, les Blue Aurum, ils en ont vraiment besoin, etc. Ils nous avaient déjà tout expliqué dans le chapitre 42 ou 43 de mémoire. Cette fois-ci, il n'y a plus personne pour les emmerder, c'est pour ça que je vous disais qu'il y aurait encore un sous-camp qui se crée dans les sous-sous-camps chez Moro, parce que eux, ils sont clairement en train de dire que c'est cool d'avoir rejoint Moro, parce qu'au moins ils peuvent chercher un petit peu leur Blue Aurum et qu'ils ont la galaxie libre pour eux. Et il y a même le petit frère, je sais pas quoi, la Getty, qui téléphone à Sagambo lui disant écoute, la planète qu'on vient de faire, non, il n'y a pas d'énergie vitale dessus. Ils se permettent même de mentir au Big Boss. Donc vous voyez que, ok, ils font soi-disant on est tous ensemble, mais concrètement ils le sont pas vraiment, chacun veut voir midi à sa porte. Donc ensuite on nous sort énième facilité de la part de Toyotaru, faut quand même le mentionner, la meuf de cette fratrie là qui dit se souvenir avoir entendu parler de la bouche de Jaco, de Merus et je ne sais quoi, que le Blue Aurum se trouve sur Terre, qui s'appelle le Sky Gold, et que du coup faudrait mettre le cap là-bas. Alors, facilité certes, mais en tout cas belle ouverture de la part de Toyotaru parce qu'elle est double. Avec lui le chef des Macaroni qui dit s'il y a du Sky Gold, donc du Blue Aurum sur Terre, on y va direct, et là-bas il y aura un beau comité d'accueil. Piccolo qui était bien vénère qu'on touche à son clan, Gohan qui là va se retrouver dans une belle situation étant donné que Goku et Vegeta ne sont pas du tout là. Et rappelez-vous de ce qu'on a constaté dans DBS et dans DB en général, Gohan peut s'affirmer quand Goku et Vegeta ne sont pas là. Goten et Trunks, Vegeta nous parlait de Trunks plus tôt, on pourrait avoir un énième retour de Gotenks ou autre, on peut avoir du C17 et C18 et sans oublier la bande originale, les Krillin, les Kame Sennin, les Tenshinhan, les Yamcha et j'en passe. Donc vraiment ça m'intéresse énormément, et pourquoi cette ouverture me plaît par rapport à ça sur la Terre, c'est parce que tout simplement ça peut attirer Moro. Là il y a quelques options qui s'offrent à nous, soit ce clan des Getty Macaroni débarque là-bas et n'arrive pas à récupérer le Sky Gold parce que Gohan et tout ça sont trop forts, du coup ils vont appeler Sagambo et Moro va se diriger sur Terre. Moro va constater que la Terre est surpuissante, a beaucoup d'énergie vitale, et là ça devrait chauffer Goku, Vegeta, et pourquoi pas Beerus qui adore vraiment la bouffe de cette planète-là. Et sinon, même au pire, même si ces trois frères et sœurs refont le même plan qui est de ne rien dire à Moro, on pourrait imaginer un cas dans lequel le vaisseau là qu'ils ont possède un détecteur de puissance d'énergie et que ça va automatiquement prévenir Moro. Du coup il les aurait doublés et il arriverait aussi sur Terre. Je pense que Moro va débarquer sur Terre
et que ce clan là des macaronis va les aider. Enfin les devins, dernière page, et quelle fait plaisir cette page là. Il nous avait dit à l'intérieur du chapitre que ça prendrait plusieurs jours ou semaines pour arriver sur Yardra, mais nous attendrons seulement jusqu'au mois prochain, le 20 septembre très précisément. Ils nous disent que Vegeta arrive finalement sur Yardra. Le chef du vaisseau de la patrouille le réveille, nous voyons la planète, etc. qui est là sous nos yeux. Ça fait vraiment plaisir de les voir arriver. Il va mettre les pieds sur Yardra. Le chapitre dans le magazine V-Jump nous dit que les entraînements de Goku et Vegeta commenceront dès le mois prochain dans le chapitre 52. Et je n'ai que de quoi m'en réjouir. On va voir Vegeta apprendre ses fameuses nouvelles techniques. On va voir Goku s'entraîner contre Mirus pour l'Ultra Instinct. Voir l'Ultra Instinct de sitôt, je trouve ça peut-être un petit peu trop téléphoné. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Si Moro absorbe l'énergie malgré l'Ultra Instinct, peut-être que ça ne sera pas Goku qui va l'avoir belle, mais Vegeta. Donc voilà, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises. J'espère que la menace Moro va se déplacer sur Terre et je pense que Toyotaru vient tout simplement de mettre un pied dedans. Merci infiniment, n'hésitez pas à vous manifester ceux qui sont restés du début à la fin de cette vidéo-là. Laissez-moi un commentaire, comme ça je le saurai, je vous mettrai un petit cœur. Merci infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Le pouce bleu à cette vidéo-là, vous savez que c'est extrêmement important. Ma page Utip s'affiche à l'écran et elle se trouve en description. Merci infiniment à tous ceux qui y jetteront un petit coup d'œil. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.